Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, j'ai la voix légèrement cassée. J'espère que ça ne posera pas de problème aux interprètes. J'avais envie de vous poser deux questions. La première concerne la situation des migrants. Certains de mes collègues l'ont déjà abordé. Vous nous avez dit qu'il y aurait une enquête approfondie. Et vous nous avez dit mais que les moyens ne suffisaient pas toujours. Il se trouve que je faisais partie d'une délégation de la Commission des libertés civiles qui devait se rendre en Libye au mois de septembre et qui, pour des raisons de sécurité, n'a pas pu y aller. Mais nous avons quand même rencontré nombre d'interlocuteurs à Tunis. Donc la première question que j'ai envie de poser, c'est comment utilisez-vous les aides de l'Union européenne par rapport à cette question, puisqu'on parle d'aide de l'Union européenne, y compris par rapport aux gardes frontières? Comment l'accord qui vient d'être conclu dans le cadre de la conférence UEUA par rapport à l'OMI peut être respecté? Comment êtes-vous associé à l'évacuation des migrants quand on sait comment l'enquête approfondie peut-elle être faite quand on sait que le système judiciaire, le système policier, voire même l'armée, qui est sous le contrôle du gouvernement officiel, ne peut agir que sur une toute petite partie du territoire. Donc moi, j'aimerais comprendre comment ça peut se passer. Ça rejoint ce que M. Galère expliquait sur la situation des camps non officiels, comme il a dit, qui sont la majorité des camps en réalité sur le territoire libyen. Et quand nous avons rencontré sur place les représentants de l'OIM et les représentants du HCR, ils nous ont dit qu'un camp pouvait être officiel un jour et que le lendemain ou le surlendemain, il ne l'était plus, puisque la situation était mouvante. Donc comment peut-on prendre des engagements et respecter les engagements qui ont été tenus, qui peut le faire pour qu'on n'ait pas l'impression de berner l'opinion publique internationale par rapport à l'ensemble de ces questions. Et ma deuxième question rejoint celle-là. On met de plus en avant la question des pouvoirs locaux. Et je crois qu'effectivement, en Libye, c'est une réalité, ces pouvoirs locaux. Ça reste une réalité. Donc je vous demanderai à tous les deux, comment pensez-vous que ces pouvoirs locaux peuvent être associés dans une démarche, notamment, comme vous nous l'avez dit, monsieur le professeur, la plus inclusive possible pour associer au mieux les populations. Et est-ce que ce sont eux, finalement, ces pouvoirs locaux, qui peuvent permettre cette transition et cette association plus globale que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent?